Je m'appelle Thomas et j'ai appris à mes dépens que la vie peut changer à une vitesse fulgurante. C'est fou d'y penser, mais en seulement 3 ans, tout ce que je croyais permanent dans ma vie a basculé du jour au lendemain. Vous voyez, jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé croiser à nouveau le chemin de mon ex-femme. Mais c'est arrivé. Et quand je l'ai vue, elle a pleuré. J'aimerais pouvoir vous dire que je savais exactement ce que je ressentais à ce moment-là, mais ce n'est pas le cas. Je ne savais pas si je devais être heureux que la roue ait tourné en ma faveur, ou triste à cause de tout ce que j'avais dû perdre avant d'en arriver là. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment nous sommes passés de mari et femme à de simples inconnus lors d'une soirée, je dois remonter au tout début, car rien de tout cela n'a de sens sans le contexte complet. Avec le recul, j'ai rencontré Camille pour la première fois à la salle de sport de notre quartier, dans le 15e arrondissement de Paris, où elle travaillait à l'accueil. Je fréquentais cette salle depuis un moment et elle était toujours souriante. Mais un jour, nous avons vraiment commencé à discuter et je dois vous dire, elle avait ce petit quelque chose de spécial. Nous avons commencé à bavarder plus souvent. Les conversations s'enchaînaient naturellement et je me surprenais à être impatient de la voir. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à sortir ensemble. Au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais après 1 an et quelques mois de relation, je pensais sincèrement tout savoir d'elle. Nous passions tout notre temps libre ensemble, on faisait des sorties, des restos, des week-ends en Normandie. J'étais sûr que nous étions faits l'un pour l'autre. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'étape supérieure. J'ai fait ma demande. Elle a dit oui, et nous nous sommes mariés à la mairie, suivis d'une petite fête sympa. À l'époque, tout semblait parfait. Je travaillais comme ingénieur bac-end pour une grande entreprise de la tech à La Défense. Le salaire était très confortable et j'avais un avenir stable devant moi. Je n'avais pas trop à me soucier de l'argent et je pouvais assumer toutes les charges de notre appartement parisien. Camille, de son côté, travaillait toujours à l'accueil de la salle de sport. Et même si cela ne me posait pas de problème au début, je savais qu'elle méritait mieux. Elle était intelligente, capable et avait un potentiel bien au-delà du fait de rester assise derrière un comptoir toute la journée. Je lui ai suggéré de démissionner et de se lancer en freelance comme auto-entrepreneur. Je lui ai proposé de lui apprendre certaines compétences numériques que je maîtrisais, des choses qui lui rapporteraient beaucoup plus d'argent que ce qu'elle gagnait au SMIC à la salle de sport. Pour moi, c'était une évidence. Avec mon revenu stable de cadre, je pouvais nous soutenir tous les deux pendant qu'elle se lançait. Elle a donc accepté. Elle a quitté la salle de sport et nous avons tous les deux plongé dans ce nouveau chapitre. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais nous avions de l'espoir. Nous ne le savions pas encore, mais c'était le calme avant la tempête. Lorsque la pandémie a frappé la France, tout s'est effondré. Personne ne l'avait vu venir. Je veux dire, comment aurions-nous pu? Un jour, tout allait bien, et le lendemain, le pays entier était confiné. Le confinement a durement touché mon secteur. Comme beaucoup d'autres, je me suis retrouvé pris dans une charrette de licenciements économiques. Ils ne m'ont même pas donné de vraies raisons pour expliquer pourquoi ils m'avaient choisi moi, mais je suppose que dans une telle crise, ça n'avait pas d'importance. Les confinements successifs ont rendu difficile la recherche immédiate d'un autre emploi. Il n'y avait presque aucune offre, et les quelques postes disponibles étaient inondés de candidats qui étaient aussi sur le carreau. J'ai donc décidé de me concentrer sur des projets personnels que je remettais à plus tard depuis un moment. L'argent que j'en tirais était loin d'égaler ce que je gagnais à La Défense. C'était assez pour payer quelques factures, mais pas suffisant pour maintenir notre ancien train de vie parisien. J'ai donc dû m'asseoir avec Camille pour avoir une discussion sérieuse. Je lui ai dit, écoute, on doit réduire la voilure. L'argent que je gagne en ce moment ne suffira pas pour continuer à vivre comme avant. On doit faire des économies sur certaines choses. Je pensais qu'elle comprendrait, mais c'est là que la tension a commencé à monter. Elle ne l'a pas bien pris du tout. Je lui ai aussi dit que comme je ne ramenais plus autant d'argent, elle devrait contribuer davantage. Nous devions tous les deux faire notre part, surtout dans des moments comme cela. Mais au lieu de comprendre, c'était comme si j'avais lâché une bombe. Son attitude a changé du jour au lendemain. Elle n'a rien dit au début, mais je pouvais le voir. Je sentais le changement. Les petites disputes que nous avions parfois se sont soudainement transformées en scènes de ménage explosives. Des choses qui ne nous dérangeaient jamais avant devenaient un problème majeur. Je lui demandais si elle pouvait m'aider pour quelque chose,
et elle m'envoyait promener comme si je la dérangeais. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle a commencé à dire des choses blessantes. Elle me traitait de fainéant, me disait que je n'essayais pas assez fort et que je n'étais plus à la hauteur. Tout ça alors que j'essayais juste de trouver une solution pour nous en sortir. Ce n'était pas ma faute si le monde était sens dessus dessous. Je n'avais aucune idée de ce qui était arrivé à la femme que j'avais épousée. J'avais l'impression qu'elle se transformait en quelqu'un de complètement différent. Nous étions noyés sous le stress et au lieu de nous serrer les coudes et de nous soutenir mutuellement, nous nous éloignions de plus en plus. Honnêtement, je me sentais complètement perdu. Elle n'était pas seulement malheureuse de la situation. Elle me blâmait constamment. Tout devenait ma faute à ses yeux. Je ne réglais pas les choses assez vite. Et c'est là qu'on a atteint le point de rupture. Le confinement venait d'être levé et les gens commençaient enfin à respirer à nouveau après avoir été enfermés pendant des mois. Camille est venue me voir, l'air décontracté, et m'a dit qu'elle avait besoin de descendre dans le sud pour voir ses parents. Vous savez, juste pour prendre de leurs nouvelles. Ça semblait anodin, et honnêtement, après avoir été coincé à l'intérieur si longtemps, je me suis dit qu'un peu de changement d'air lui ferait du bien. À l'époque, je pensais que ce voyage l'aiderait peut-être à se vider la tête et nous permettrait à tous les deux de faire retomber toute cette tension accumulée. Mais dès l'instant où elle est partie, il n'a pas fallu longtemps pour que je remarque que c'était toujours moi qui cherchais le contact. J'envoyais des SMS, elle répondait des heures plus tard par des réponses monosyllabiques. J'appelais. Soit elle ignorait l'appel, soit elle avait l'air de dire que je venais d'interrompre quelque chose d'important. Son ton était froid, presque comme si elle était irritée que j'essaie même de lui parler. Je sentais la distance se creuser. Après quelques semaines à essayer de maintenir la communication, j'ai commencé à lever le pied. Il y a une limite au rejet qu'on peut encaisser avant que ça n'entame notre dignité. C'est là que je me suis rappelé qu'elle ne m'avait jamais donné de date de retour. Quand elle est partie, elle a juste dit qu'elle allait chez ses parents. Mais il n'y avait pas de « je reviens la semaine prochaine ou la suivante ». 2 mois ont passé et le silence entre nous s'était tellement étiré. C'est là que je lui ai finalement demandé « Quand est-ce que tu rentres ?» Sa réponse « Je viens seulement récupérer mes affaires ». J'ai décidé de demander le divorce. Je me suis figé. Je n'arrivais pas à assimiler cette réponse. Bien sûr, nous avions nos problèmes, et oui, le stress financier lié à la perte de mon emploi pendant la pandémie nous avait pesé, mais le divorce. Ce n'était pas quelque chose que je pensais qu'elle lancerait comme ça, aussi nonchalamment. Il n'y a même pas eu de discussion. Elle avait pris sa décision et ne voyait pas la nécessité de s'expliquer. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'actif physique. Elle a dit qu'elle voulait juste une soulte, un règlement en argent pour qu'on puisse éviter un procès interminable ou d'impliquer trop d'avocats. Je ne pouvais même pas me battre. À ce stade, j'étais trop épuisé émotionnellement pour argumenter, alors j'ai accepté. On a parlé chiffres, on s'est mis d'accord sur un montant pour le divorce par consentement mutuel, et c'était tout. Juste comme ça, 6 ans de vie commune ont été effacés par quelques virements bancaires et quelques échanges de SMS glaciaux. Mais rien ne m'avait préparé au jour où elle est venue faire ses cartons. Quand elle est arrivée, elle ne m'a pas regardé. Elle est passée droit devant moi, a rassemblé ses affaires et est partie. Je suis resté là, au milieu de cet appartement que nous partagions, avec l'impression que quelqu'un m'avait mis un coup de massue dans la poitrine. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. Ce qui a suivi a été l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Il y avait des jours où je ne savais pas si je tiendrais jusqu'au lendemain. Je ne vais pas vous mentir. Il y a eu un moment où j'ai sérieusement pensé à en finir. J'étais tombé aussi bas. Si ce n'était pas pour quelques amis proches qui ont refusé de me laisser couler, qui venaient voir si j'allais bien, me tiraient du lit, me forçaient à manger et restaient juste assis avec moi en silence quand les mots ne servaient à rien, je ne sais pas si je serais encore là pour raconter cette histoire. Tout ce chapitre m'a marqué d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais aussi douloureux que cela ait été, cela m'a forcé à affronter la vérité. Elle était partie. Et si je voulais survivre, si je voulais me retrouver, je devais l'accepter et recommencer à zéro. J'ai décidé que si la vie m'avait mis à terre, j'allais me relever avec quelque chose à montrer pour toute cette douleur. C'est à ce moment-là que je me suis noyé dans le travail. J'ai commencé à consacrer chaque heure de ma journée à quelque chose que j'avais toujours laissé de côté, mes projets personnels. Je les traitais comme une thérapie. Je me réveillais, je codais, je lisais, je construisais, je testais, j'échouais, je recommençais,
et je répétais ça tous les jours. Je ne gagnais pas des 1000 et des 100. Bon sang, la plupart des mois, je gagnais à peine de quoi rester à flot, mais j'étais motivé. Je ne voulais plus seulement réussir. J'en avais besoin pour me prouver que je n'étais pas fini juste parce que mon mariage l'était. 2 ans ont passé comme ça. Puis quelque chose a changé. L'un de mes outils d'intelligence artificielle, quelque chose que j'avais initialement construit comme une fonctionnalité secondaire, a commencé à gagner du terrain. Au début, c'était des petites boîtes qui me contactaient pour le tester. Puis ça a fait boule de neige. Le mot s'est répandu. De plus grandes entreprises ont commencé à me contacter pour explorer une intégration. Au début, je pensais que c'était un coup de chance, mais quand les emails ont continué d'arriver, j'ai réalisé que je tenais quelque chose de réel, quelque chose de précieux. Peu de temps après, j'ai reçu un email que je n'oublierai jamais. Une entreprise technologique majeure, une de celles que j'admirais de loin, était intéressée par le rachat pur et simple de ma société. Je me souviens être resté assis là, à fixer l'écran, à le relire 100 fois. J'ai appelé mon équipe. On s'est réunis et on a discuté. Et quand on a finalement eu les chiffres, je n'arrivais pas à y croire. C'était plus d'argent que je n'avais jamais rêvé de gagner. Pas seulement de quoi changer une vie, mais de quoi mettre à l'abri plusieurs générations. Nous n'avons pas hésité. Mon équipe et moi avons voté à l'unanimité pour accepter l'offre. Mais ce n'était même pas le plus grand choc. Dans le cadre de l'acquisition, ils m'ont proposé un rôle de partenaire à long terme au sein de la société mère. Je ne faisais pas que vendre et partir. Je devenais une partie du système même que j'admirais autrefois. Ce jour-là, je me suis assis tranquillement dans mon appartement, fixant l'email confirmant l'accord. Pas de fête, pas de champagne, personne à serrer dans mes bras. Juste moi, assis avec le poids de tout ce que j'avais traversé, réalisant enfin que j'avais réussi. Cela faisait longtemps que Camille était sortie de ma vie. Mais un après-midi au hasard, je prenais un café rapide en terrasse quand je suis tombé sur un vieil ami, Nicolas. On ne s'était pas vu depuis longtemps et la nouvelle de mon acquisition m'avait rendu un peu populaire dans le milieu. Alors, on a discuté quelques minutes. Puis, sorti de nulle part, il a demandé comment j'allais après ce qui s'était passé avec Camille. Je lui ai dit que j'allais mieux et que j'étais juste concentré sur le travail. Il a hoché la tête, puis a dit quelque chose qui m'a glacé sur place. Il a dit, c'est dingue comment ce type l'a largué après la fin du chantier. J'imagine qu'elle est de nouveau célibataire. J'étais là, attends, quel type? Quel chantier? C'est là qu'il a eu l'air confus, comme si je savais peut-être déjà, mais ce n'était pas le cas. Alors, il m'a expliqué que pendant le confinement, Camille avait emménagé avec ce type, un ingénieur BTP qu'elle voyait apparemment dans mon dos. Nicolas travaillait sur un projet de construction voisin, et il se souvenait les avoir vus ensemble plusieurs fois. J'ai immédiatement réalisé qu'elle n'était pas allée chez ses parents comme elle me l'avait dit. Nicolas m'a dit qu'il avait essayé de me joindre quand il avait commencé à la voir plus fréquemment, mais ses appels tombaient toujours sur ma messagerie. Je me souviens qu'après le divorce, je m'étais coupé du monde. Nicolas a continué en disant que le nouveau mec de Camille faisait partie d'un grand projet de construction, et dès que ça a été terminé, il a fait ses valises et l'a quitté. Entendre ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Même après tout ça, je ne m'étais jamais vraiment permis de croire qu'elle m'avait trompé alors que nous étions encore mariés. Je voulais penser que les choses s'étaient juste effondrées. Mais maintenant, savoir qu'elle avait mené une double vie me brisait à nouveau. La vérité ne faisait pas que mal. Elle rouvrait des plaies que je croyais fermées. Pourtant, je ne l'ai pas laissé m'entraîner à nouveau dans ce trou noir. J'avais parcouru trop de chemin pour laisser sa trahison définir mon avenir. Ma vie prenait déjà un nouveau tournant. Alors, avançons de quelques mois après avoir eu des nouvelles de Nicolas. L'entreprise qui avait racheté ma start-up organisait son événement d'entreprise annuel, une soirée de gala très chic avec tout le glamour et les projecteurs. Comme j'étais maintenant partenaire, ils m'ont invité à faire un discours. C'était un événement important, et je n'allais pas me pointer en ayant l'air moyen. J'ai mis le paquet. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir, en smoking. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti fier de l'homme qui me regardait en retour. L'événement avait lieu dans l'un de ces grands hôtels parisiens prestigieux. Tout était impeccable, de l'éclairage au groupe de jazz qui jouait dans un coin. Quand ils m'ont appelé sur scène pour parler, j'y suis allé avec assurance. J'avais déjà écrit mon discours quelques jours plus tôt,
mais alors que je regardais la salle depuis la scène, quelque chose m'a complètement déstabilisé. Assise à l'une des tables, vêtue d'une élégante robe vert émeraude, se trouvait mon ex-femme, Camille. Elle ressemblait exactement à mes souvenirs, belle et posée. Mais la voir m'a choqué. Qu'est-ce qu'elle faisait là? J'ai appris plus tard qu'elle était venue comme accompagnatrice de l'un des invités. Mais à ce moment-là, debout sur cette scène avec tous les yeux braqués sur moi, j'ai dû prendre une décision. M'en tenir au discours que j'avais préparé ou parler avec mon cœur. J'ai choisi la deuxième option. J'ai commencé à parler de patience. Parfois dans la vie, on perd des choses avant d'en gagner de meilleures. J'ai parlé de faire confiance au processus même quand tout autour de vous semble s'effondrer. De la façon dont la douleur peut soit vous détruire, soit vous façonner pour devenir quelqu'un de meilleur. Pour les cadres et les partenaires commerciaux dans la salle, on aurait dit que je faisais l'éloge de la stratégie à long terme de l'entreprise. Ils hochaient la tête et souriaient, pensant que je faisais une métaphore profonde sur la croissance et le succès. Mais la vérité, c'est que tout ce discours était pour elle. Chaque ligne, chaque pause, c'était moi parlant à la femme qui m'avait laissé quand je n'avais rien. Au moment où j'ai fini et que je suis descendu de scène, j'ai jeté un coup d'œil dans sa direction à nouveau. Elle pleurait, tamponnant son visage avec un mouchoir, essayant de garder la face. Je ne savais pas exactement quelle partie l'avait touchée le plus durement, mais je savais qu'elle avait compris le message. J'ai quitté cette scène la tête haute. Je me suis mêlé aux clients et aux dirigeants, j'ai serré des mains et répondu aux questions, profitant simplement du moment. Mais j'ai remarqué quelque chose. Camille continuait de m'observer de l'autre bout de la salle. Ses yeux me suivaient comme si elle essayait de trouver une ouverture pour me prendre à part et parler. Mais j'étais occupé, entouré de gens. Elle n'a jamais eu cette chance. Puis, environ une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était court, juste un simple « Est-ce qu'on peut se voir ? J'aimerais vraiment qu'on parle. » Je savais exactement qui c'était. Camille. J'ai fixé le message un moment. Je l'ai laissé en vue. Puis j'ai bloqué le numéro. Je ne voulais pas rouvrir cette porte. Pas après tout ça. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle m'avait quitté. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'elle voulait s'excuser. Peut-être que ce que nous avions lui manquait. Mais la vérité, c'est que je m'en fiche désormais. Ce chapitre est clos. Et je ne suis pas sur le point de revenir sur ces pages. Pas quand j'ai écrit quelque chose de mieux depuis. Vous savez, en repensant à tout ce qui s'est passé, cela m'a forcé à apprendre des leçons difficiles mais importantes sur la vie, sur les gens et sur moi-même. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est celle-ci, la patience est essentielle. Quand tout s'est effondré pendant la pandémie, j'avais peur. Je ne savais pas combien de temps il faudrait pour que les choses s'améliorent. Il y avait des moments où je ne pouvais même pas voir au-delà du lendemain. Mais si je m'étais précipité, si j'avais pris des décisions basées sur la peur ou la colère, je ne pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Se reconstruire n'a pas été rapide. Il y a eu des nuits blanches et des jours où je me sentais vide. Mais je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Même quand tout le reste semblait hors de contrôle, finalement les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est arrivé parce que j'ai continué d'avancer. Une autre chose que je veux dire, c'est de ne pas vous abandonner. J'ai failli le faire. J'étais déprimé, humilié et brisé. Je ne pensais plus avoir de ressources en moi. Si j'avais abandonné, je n'aurais pas créé ce projet d'IA. Je n'aurais pas rencontré l'équipe incroyable qui m'a aidé à construire quelque chose de grand. Je n'aurais pas obtenu cet accord de rachat. Et je ne serais certainement pas debout à cet événement d'entreprise, regardant la même femme qui m'avait quitté essuyer ses larmes pendant que je faisais un discours. Alors, si vous regardez ceci et que vous êtes dans cet endroit sombre en ce moment, s'il vous plaît, ne vous abandonnez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que l'avenir pourrait apporter si vous tenez bon encore un peu. Enfin, la douleur peut être le carburant de votre objectif. Je pensais que la douleur était juste quelque chose qu'on subissait. Mais maintenant, je la vois comme quelque chose qui peut vous pousser, vous façonner si vous la laissez faire. Tout ce que j'ai construit est né de cette douleur. Je n'essayais pas de me venger ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai juste refusé de laisser cette douleur être vaine. Je l'ai transformée en motivation. C'est comme ça que je suis arrivé ici.